Ensuite, j'avais un contact. C'est beaucoup le réseau. Et le tout premier réseau que j'ai pu me faire, des fois, il y en a qui me demandent, tu vois, le mec, il a 28 ans, je veux trader en institution. Le mec, il a pas fait d'études, il était mauvais à l'école, il a pas de diplôme. Tu peux imaginer qu'avec, si ça fait 10 ans que je trade, des façons de trader différentes, j'en ai fait plein. Le fait de la jouer comme ça gamble complètement le truc. Donc en fait, c'était un cercle vicieux où je me disais, mais attends, là, je suis dans une boucle où je suis baisé. Alors, on se retrouve aujourd'hui à Monaco, à l'hôtel Monte Carlo Bay. On a Melvin qui est venu passer quelques heures avec nous. J'ai mis une story sur Instagram parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'avais des échanges vraiment intéressants sur le sujet du trading, de la finance, de la fiscalité, de peu importe, c'était toujours, un, quand c'était pas filmé, et deux, quand c'était à parler en fait amicablement, ça se dit amicablement ? Amicalement, avec quelqu'un qui est tout simplement intéressé dans la même niche ou qui a des intérêts communs. Donc plutôt que faire une session FAQ Instagram où c'est toujours un petit peu les mêmes questions et mes réponses c'est toujours un petit peu les mêmes, je me suis dit que j'allais tout simplement faire venir une personne sur Instagram, et Melvin qui était juste à côté de Monaco est venu. Il a des intérêts qui sont similaires et on n'a pas encore trop échangé pour pouvoir garder un petit peu de la spontanéité, se découvrir. Et donc sur ce, voilà, Melvin, présente-toi en quelques mots un petit peu. Alors je m'appelle Melvin, j'ai 18 ans, je viens de la Côte d'Azur et je suis intéressé par le trading et l'e-commerce depuis quelques années, 2-3 ans. Donc j'ai connu les vidéos d'Eliott sur Insta, TikTok et j'aimerais potentiellement faire un parcours scolaire dans la finance pour après travailler dans la finance ou alors faire du e-commerce. Donc voilà, je viens pour échanger. Ouais. Et voilà, donc l'objectif c'est vraiment que ça soit pas scripté et qu'il puisse en fait me poser des questions que tu te poses réellement en fait. Réellement, si je peux l'aider sur certaines choses, que ce soit parcours, que ce soit scolaire, que ce soit entrepreneurial, finance, un petit peu tout ce dont tu veux parler. Donc je pense qu'on va bientôt prendre l'addition, prendre la voiture, monter un peu sur les hauteurs de Monaco, à voir si on a un coucher de soleil. Je sais pas à quelle heure le soleil se couche. Ah oui, 20h30 le coucher de soleil. Ouais, quand même. Bon, alors avec un peu de chance, on a un beau coucher de soleil. Et puis ouais, ça serait sympa. Il fera moins chaud dans la voiture aussi. Et c'est parti. Bon, alors on se retrouve en voiture avec Melvin, on a les deux Icoto derrière aussi, d'où l'intérêt d'avoir une 4 places, tu vois. C'est à ça que ça sert. C'est à ça que ça sert. Donc ouais, du coup, on en était un petit peu ton parcours. Donc t'as fait de l'e-com, du trading, ça? Ouais, voilà, moi j'ai fait de l'e-com, j'ai monté un projet, peut-être certains connaîtront, horlogerie abordable. Donc voilà, au niveau des stats, j'ai fait un peu plus de 60 000 de CA en 2023. Okay. Et voilà, c'est mon premier petit site e-com qui a fonctionné. Et ensuite, du coup, je me suis intéressé au trading en parallèle. J'ai fait comme tout le monde un peu de démo, etc. J'ai regardé des vidéos sur YouTube, un peu comme tout le monde, pour commencer à me former. J'ai appris peut-être des stratégies qui n'étaient pas les meilleures. Mais en tout cas, ça m'a permis de passer à un compte FTMO, donc de me faire financer en propre firme. Compte que j'ai réussi à tenir seulement 2 mois à cause de certaines petites erreurs de ma part. Je pense que j'ai fait un peu trop d'overtrade et tout. Et c'est ce que tu me disais, t'as eu un payout quand même. Ouais, j'ai quand même réussi à faire un payout, je m'en souviendrai tout le temps. C'était le 18 janvier 2024. Ok. Voilà, donc j'ai sorti un peu moins de 5 000 $. Et voilà, j'étais fier quand même. Ok, ouais. Pour petit résultat vrai en trading. Donc voilà, c'est toujours un milieu qui m'a beaucoup intéressé. Mais je fais l'e-com à côté et je me suis dit pourquoi pas essayer d'aller dans la finance via la voie scolaire et travailler réellement dans la finance en hedge fund ou en banque ou tout ça. Ok. Parce que du coup, toi, j'imagine e-com, t'as commencé pour les sous. Ouais, en gros, ouais. Et trading aussi. C'est ça. Cool. Ok. Et entre les deux, qu'est-ce que t'as plus kiffé au niveau process, tu vois? Ah, en vrai, niveau process, le trading, c'est toujours ce qui m'a fait kiffer, hein, parce que le trading, c'est passionnant, quoi. Ok. Même l'adrénaline et tout que t'as, c'est kiffant, quoi. Ouais. Même voir les graphiques et tout, je kiffe, tu vois, passer des heures sur les graphiques, machin, je trouve ça beau. C'est kiffant, quoi. Ouais, non, c'est sûr, et ça a surtout rien à voir avec de l'e-com, par exemple. Ouais, voilà, rien à voir. Ou autre chose. Et tu vois, moi, souvent, des fois, j'ai beaucoup d'amis ici, etc. Ils sont tous, tu vois, ils ont des agences, ils font du e-com, ils font du... Bref, peu importe. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop de similarité en termes de valeurs qu'on peut s'échanger. Parce que moi, les valeurs que je peux leur échanger, alors c'est soit invest, gestion monétaire, etc. Ouais. Mais ça, généralement, ils ne veulent pas écouter. Mais sinon, après tout le reste, c'est très financier. C'est pas
c'est pas adaptable en fait, c'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. C'est sûr, ouais, ça n'a rien à voir. Il y en a un, tu dois vendre à des clients et l'autre, tu te débrouilles, tu es sur le marché. Du coup, toi, est-ce que tu peux me rappeler ton parcours un peu scolaire parce que je me rappelle plus trop. Ouais, moi j'ai étudié après le bac, donc de base je suis anglais. Ouais. Donc naturellement je suis retourné en Angleterre. Ouais, c'est pas mal en plus pour la finance. Ouais, de ouf. À la City, Et c'est ça, tu vois, des fois on me demande des trucs de finance en France et tout, je connais vraiment pas du tout. Mais de ce que j'ai entendu, ouais, je crois que l'école de commerce c'est plus ou moins la filière en France pour ça. Mais oui, en tout cas, bon, en Angleterre, donc c'était bachelor de finance que j'ai fait dans une des top universités sur Londres. Ouais. Et en fait, tout de suite, j'avais un contact, quelqu'un que je connaissais. C'est beaucoup le réseau aussi dans la finance. C'est beaucoup le réseau. Et le tout premier réseau que j'ai pu me faire, c'était quand j'étais encore au lycée. Je tradais déjà, donc j'ai commencé extrêmement tôt. En summer school. Okay. En gros, j'étais à LSBF, donc c'était London School of Business and Finance. Et ils offraient des summer schools. Et ça, alors je me rappelle à l'époque, je crois qu'il fallait être majeur, donc j'avais toute une lettre de motivation, une lettre de mes parents pour dire qu'ils étaient d'accord. Ouais, d'accord. Voilà, donc ça. Et bref, et un des gars que j'avais rencontré là-bas, qui était un des anciens directeurs du FX Research, donc recherche Forex, chez Crédit Suisse, avec qui j'avais vachement bien sympathisé et lui m'avait bien aimé. Parce que tu vois, avoir des petits jeunes qui ont vraiment faim et qui sont pas non plus là que pour le côté thune, en vrai il y en a pas tant, c'est ce que je veux dire. Il y en a pas tant. Et du coup, bref, on avait bien sympathisé, j'avais gardé le contact pendant toutes ces années-là. Et du coup, quand j'étais à l'université, première année d'université, première chose que j'ai fait, c'est le contacter parce que je voulais travailler pour lui gratuitement. Ah d'accord, ok. Ouais, c'est une bonne technique ça en fait. Ouais. Et lui, en gros, il avait un service de recherche, mais institutionnel. Donc ses clients, c'était Bank of America, Merrill Lynch. Okay. Il avait RBS et les autres, là, je pourrais pas te les sortir. Et bref, donc il me montrait lui ses trucs, mais je savais déjà plus ou moins. Et moi, je lui montrais aussi où j'en étais, ce que j'avais fait, mes track records, etc. Moi, déjà, à ce moment-là, je gagnais très bien. Et donc, de là, il me dit, mais en fait, genre, t'es plus avancé que ce que j'aimerais pour te donner de la paperasse. Il me dit, parce que si je te donne des trucs à faire dans ma société, c'est de la paperasse. Ok, ouais. Donc, ça va pas être intéressant pour là où t'en es. Du coup, t'as vraiment fait rentrer dans un truc... oui, alors, donc de là, il m'a dit, mais alors attends, parce que Duncan, donc qui était un des autres gars, il vient d'aller travailler en tant que Head of Asset Management dans un nouveau hedge fund chinois. Et lui, je peux lui parler et à voir si je peux te faire rentrer là-bas, tu vois. Ça sera plus intéressant pour ce que tu veux. Ouais. Et donc de là, ok, pas de problème, j'ai eu le rendez-vous. J'avais le même discours, c'est-à-dire je veux travailler pour toi, pour vous gratuitement, etc. En quinconce de mes études. Parlant, je lui ai présenté mes track records, je lui ai présenté ce que je faisais, etc. Et de là, du coup, ils m'ont fait un internship. Ok. Un internship dans le fund. Moi, je t'ai refait. Et de là, du coup, ma première année d'université, j'étais en 50-50 internship dans ce fund et à l'université. Ce qui est incroyable parce que généralement… Comme une alternance Comme une alternance, ouais, c'est ça, c'est comme une alternance. Et donc, c'était… pour mon âge, etc. C'est super opportunité, ouais. Donc ça, et par la suite, c'est ce même fund qui m'a offert l'année d'après un full-time que j'ai accepté et qui m'a donc fait vouloir arrêter mes études. Ah ouais, parce que tu peux encore continuer pour plus te spécialiser Ouais, non, c'est même pas ça, c'est qu'à la base, tu vois, surtout ma soeur, etc., elle a fait des études de ouf, j'ai toujours été très bon à l'école aussi, donc normalement j'étais censé vraiment faire des études, tu vois, poussées. Ouais. Et ma mère qui est prof, tu vois, c'est tout un peu, voilà. Donc arrêter, c'était un peu hors de question. Mais là, il pouvait un peu rien dire parce que j'avais un full-time qui était offert. Tu vois ce que je veux dire ? On m'avait offert un full-time. Donc j'avais pas que mon trading. Tu vois ce que je veux dire ? Chose qui, je peux comprendre, un parent… À ce moment-là, si j'ai bien compris, tu gagnais déjà ta vie avec le trading en perso. Full. Et donc en vrai, ce que me payait le fund, c'était dérisoire. Hein. Ah ouais ? Tu gagnais beaucoup plus en… Oui, largement. Mais si tu changeais du coup de fund, ouais. Est-ce que derrière, après, ils allaient comme t'avais pas fait des études, ils allaient comme t'accepter chez eux ? C'est le problème après. C'est ça le problème, exactement. Ah, mais bon, après, fast forward… Après, t'as l'expérience de l'autre fonds d'investissement. Exactement, donc cool. c'est en mode oui et non, tu vois ce que je veux dire ? C'est même… Mais ce que j'ai décidé de faire du coup, c'est… moi, après, dès qu'ils m'ont offert le full-time, j'ai fait un an. Et après, juste avant le Covid, j'ai quitté de moi-même. Ah ouais, donc parce que en fait, je me rendais compte que les mecs, ils faisaient des sous,
Mais honnêtement, en fait, quand tu prends la totalité, parce que c'est une chose juste l'argent en soi, tu vois. Et quand tu prends la totalité, c'est-à-dire vraiment le lifestyle, dans le sens les heures que tu travailles, où est-ce que tu travailles, le style de vie que tu peux vraiment avoir. Les gars, les gens qui étaient les mieux payés, alors oui, ils prennent des 25K, des 30K par mois. Mais le mec, il travaille H24. Ouais, c'est ça, quoi. Il a un petit appart de merde à Londres. Parce qu'à Londres, c'est hyper cher. C'est méga cher. Donc, il a un petit appart de merde à Londres. Il a sa maison principale en dehors de Londres, un peu dans la campagne, avec sa femme, ses enfants, son chien. Mais exactement, il y va le samedi. Il y reste le dimanche et il rentre le. Voilà. Enfin, c'est pas ce à quoi je m'attendais, quoi, tu vois. Et de là, je me suis rendu compte qu'en fait, seul, je pouvais faire un truc bien plus intéressant, tu vois. Ouais, parce que tu avais la liberté en plus. C'est ça. Mais tu sais quoi, le pire, c'est que je comprenais pas. Je me disais, mais attends. J'ai dû rater un épisode là parce que moi ça me paraît trop simple. Genre avec les compétences que j'ai acquis, l'argent que j'arrive à générer, je comprends pas. Et par exemple le Head of Asset Management avec qui j'étais très proche sur la fin était très bon. Vraiment très bon. Il faisait des performances de malade. Ils vont pas en indépendant. Mais exactement. Et je lui ai demandé, j'ai fait mais attends, j'ai une question. Je lui ai expliqué mon plan. Je lui ai dit j'ai raté un épisode là ou c'est quoi? Et là il me confirme, il me dit non t'as pas raté d'épisode, tu peux bien faire ça. Il m'a dit, et je lui ai dit mais donc pourquoi toi tu l'as pas fait? Il m'a dit c'est juste que moi c'est venu plus tard. Et à ce moment-là, il avait des responsabilités, il a une femme, il a des enfants. Il a besoin d'avoir des garanties. Exactement, tu as un travail, tu vas pas en mode freestyle et te dire je vais déménager là-bas, je sais pas trop quoi, etc. Chose où, dans ma situation, oui en effet, j'ai pas d'obligation, je pouvais me permettre de faire ça, quoi. Ouais, voilà. Et donc c'est là que je me suis dit ok bon feu vert, je pars à Panama et je suis parti à Panama. Génial. Meilleure décision. Ouais. Et en parlant de Panama, t'es parti au Panama un peu pour les raisons fiscales, pas pour que le paysage. Oui, non, clairement. Parce que du coup, c'est intéressant pour les traders, même pour les indépendants, tous en général. Ouais, parce qu'en fait, je te donne un exemple de trader, mais pour moi, l'Europe, c'est cool au niveau time zone. La time zone de Londres pour trader, moi, je la trouve incroyable. Ah oui, c'est pour ça que c'est bien aussi. Ouais. C'est pour ça que Panama et pas un autre pays, genre, ou même Dubaï. Ouais, on voit tout le monde partir à Dubaï en ce moment. Dubaï, franchement, plus chiant. Enfin, ça dépend le marché que tu traites, quoi, et ta façon de faire, mais pour moi, Dubaï, un peu chiant de trader depuis Dubaï. Ah ouais. Mais bon. Londres, génial. Panama, en fait, t'es sur le time zone de New York. Ah ouais, oui. Donc c'est nickel. Même si tu veux trader des actions ou quoi, c'est nickel, c'est sur New York. Et le pire de tous, Asie. Et c'est la raison pour laquelle je suis pas allé en Asie, parce qu'à la base, j'avais regardé Malaisie. Ouais, même. Hong Kong, quoi. C'est sympa Hong Kong. Ouais, c'est ça, il y a après, c'est cher, Hong Kong. C'est cher de ouf. Donc tu vois, l'objectif pour moi c'était d'aller à un endroit où fiscalement ça allait être intéressant et un endroit où je vais pouvoir accumuler du cash de ouf, tu vois. Ouais, où c'est pratique pour trader, quoi. Vraie question. Ouais. Comment t'as fait pour augmenter ton portefeuille? Le début, c'est ce qu'on disait avec Théo avant, mais en gros le premier truc qui m'a fait un peu décoller, c'était le Brexit en 2016 où j'ai pu prendre beaucoup par rapport à mon portefeuille. Par une gestion de risque éclatée au sol. On faut dire la vérité. Et à cette époque-là, tu tradais en indépendant? Ouais, bien sûr. T'étais encore à l'université ou pas? 2016, mec, c'était à l'ancienne. Non, c'était avant, ça c'était lycée. Ah ouais, avant l'université? Ouais, bien sûr. Et tu vois, j'avais pas d'obligation, j'avais pas un loyer, j'avais pas j'avais pas ça. Tu peux risquer. Alors, tu peux risquer, mais surtout, même si tu fais pas d'argent, c'est pas grave en fait. Oui, bah oui. C'est pas très grave, je suis là. Et donc moi, je le faisais même pas vraiment pour le côté il faut que je fasse de la thune. C'était vraiment, je kiffais le fait de participer au marché. C'est ça. Participer à l'économie, c'est ça qui me faisait kiffer. Ah oui, tu me demandais tout à l'heure ce que je kiffais, mais c'est trop voilà, c'est ça. Et tu vois que vraiment, ce qui est marrant, c'est que on a tous des façons de trader différentes. Et tu peux imaginer qu'avec, si ça fait 10 ans que je trade, des façons de trader différentes, j'en ai fait plein. Ouais. J'en ai essayé plein, je suis passé par plein de choses, etc. Donc c'est pour ça que quand je parle généralement de fonda, de ci, de ça, je parle généralement vraiment en connaissance de cause parce que putain, j'ai tout essayé, j'ai vu énormément de choses. Quand j'étais à Londres, quand j'étais dans le fun, quand j'étais, les trucs, j'en ai vu vraiment beaucoup. Et bref, il y a une période où je tradais un petit peu plus scalp, vraiment court terme, mais bien plus, on va dire, un peu technique. Justement, tu vois, technique, un peu, je vais pas dire algo, mais bon, un peu plus, voilà. Après, c'est chaud de faire du fondamental sur du scalp aussi. Un peu plus arbitraire. Sur les news, tu peux. Sur les trucs qui arrivent. Mais là, c'était même pas sur les news, en fait. C'était arbitraire, mais sur du tick chart, etc. Bref, sans rentrer dans les détails. Tu sais quoi, ça me faisait pas du tout kiffer parce que les mouvements que j'attrapais, que je chopais, c'était tellement insignifiant. Ouais, tu les comprenais pas. En fait, c'est que c'est insignifiant. C'est genre, t'as chopé un truc, t'as fait de l'argent sur des choses qui, on s'en fout complet. Et du coup, je participais pas du tout à
l'économie réelle, tu vois. Ok. Alors que tu vois, j'ai des gros trades qui sont passés, notamment un de mes plus gros, c'était je crois que c'était en 2018, 2019, sur Euro-Suisse. C'était un short sale sur les 1,20. Parce que tu sais, de la nada, tu peux imaginer n'importe quel trader, il achetait Euro-Suisse quand ça tombait à 1,20. C'était obvious. Bah oui, C'était ouais, le ok. support manipulé, ça pouvait pas tomber en dessous de 1,20. Donc à chaque fois que ça tombait à 1,20, bah, ça Il remontait un peu. rachetait, ouais, ok. Voilà. Donc tu mets beaucoup de levier, tu chopes de 1,20 à 1,20, Ouais, tu te fais 0,4 ouais, voilà, un petit et trade tu fais kiffant, quoi. ton blé. Et en 2015, de la nada, ils ont enlevé ce truc sans prévenir personne. Ah ouais, sans prévenir. Sans prévenir. Et c'est tombé de 1,20 à plus bas que, Ah ouais, tu m'étonnes. la parité. Et c'était une dinguerie ce mouvement. Et je me rappelle à la suite de ça, le Head of Asset Management dans le fund où j'étais, parfois je lui donnais des setups, des opportunités sur des paires en Suisse. Et à chaque fois, il les prenait pas ou genre il les ignorait, tu vois. Un jour, je dis, pourquoi tu veux jamais trader le Parce qu'il Suisse avait acheté, il était traumatisé. Alors non, même pas, il s'est même pas fait baiser, mais il me disait, je fais plus confiance. Ok. Je fais plus confiance à la SNB, je touche plus. Ok, ouais. Donc voilà, fun fact. Mais bref, et donc on est tombé. Et à la suite de ça, donc ça a pris 3-4 ans pour revenir, tu vois, le prix pour corriger à la hausse, Ouais. à la hausse, à la hausse, et revenir sur les 1,20. Donc les 1,20 chiffres historiques, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand on est arrivé sur les 1,20, je me suis dit, mec, je vais pas être le seul connard à mettre des ordres de vente à 1,20. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'avais mis des ordres de vente un tout petit peu en dessous, genre 1,19,9,5 si tu veux. Et mes exécutions sont passées. Et de 1,20, ça a été le top sur Euro-Suisse là, des derniers 5 ans. Et c'était un des plus gros trades short sell sur Euro-Suisse sur les 1,20. C'est génial, C'est beaucoup. sûr. Hein. Tout con. Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est que c'est des mouvements qui sont historiques. Ouais. C'est des mouvements historiques et qui, tu vois, Là, je peux te le raconter, c'est une Ouais. dinguerie, c'est trop cool. Alors que quand tu fais des mini-scalps sur Ouais, là, des c'est vraiment un truc charts de économique, ci, quoi. de c'est- ça, moi je trouve ça moins intéressant. Ouais, c'est ok. Alors après, voilà, Ouais. chacun, tu vois, c'est juste pour la thune, et ça devrait être juste pour la thune, hein, la vérité, mais moi je trouve ça vraiment intéressant. Ouais. Mais c'est vrai que le côté de participer à l'économie, c'est super intéressant. Non, de ouf, de ouf. Du coup, aussi tout à l'heure, on parlait du parcours scolaire. C'est Je énorme. me demandais si aujourd'hui, en fait, avec les algos et tout, il n'y allait pas avoir plein de gens en fait qui travaillent en finance qui allaient être remplacés. Tu vois, c'est ce qui fait un peu peur aussi à des gens de mon âge, tu vois, qui veulent se lancer en finance ou quoi. Non, je suis d'accord. Et ça leur fait un peu peur. Du coup, est-ce que tu sais Je suis d'accord. Mais c'est pour ça que je te disais, si je devais là travailler en institution de zéro, je te recommanderais plutôt d'aller en maths, genre maths quantitative Ok. ou informatique. Et même, tu vois, il y a un hedge fund, enfin un fonds d'investissement, Renaissance Technologies. Les seules personnes qu'ils emploient aujourd'hui, c'est que des mecs en fait qui font de la recherche mathématique, en mode doctorat mathématique. C'est pas des exécuteurs de trade, quoi. Non, c'est et les mecs leur taf, c'est de trouver des algos. Tu vois ce que je veux dire? Ok, donc plus rien à voir en fait avec finalement. Plus rien à voir. Donc ça, c'est vraiment une réalité. Ouais, un peu. Donc là, dans la finance, pour ceux qui veulent se lancer maintenant, c'est un peu compliqué, quoi. Je dis pas que ça va être le seul truc qui va exister, mais que si là tu dois prendre une voie, bah, je recommanderais plus celle-là, ouais, parce que c'est quand même la tendance. Ouais, ça, ils vont garder que les meilleurs des meilleurs, peut-être pour garder des tâches. Ouais, et en plus, c'est un petit peu la tendance. Alors après, il y aura toujours des fonds manuels. Est-ce que de ton expérience sur les fonds d'investissement, tu sais s'il y a plutôt les gros clients et tout, est-ce qu'ils ont un peu peur de laisser leur argent à des fonds qui tradent avec des algos? Ou est-ce qu'ils préfèrent le manuel ou est-ce qu'ils préfèrent les algos? Ils s'en foutent un peu, hein. Franchement, ils s'en foutent un peu. En fait, c'est tout une question de chiffres. La performance du fund, l'espérance du fund, le risque du fund. Parce que même quand c'est des algos, c'est quand même géré par l'humain, c'est ce que je veux dire. Oui, c'est sûr, l'algo il est Genre, programmé. l'algo, il n'est après. pas livré à lui-même, c'est lui qui fait tout, tu vois ce que je veux dire. Je trouve ça dommage que ce soit remplacé par les algos ou je trouve que c'est normal, c'est l'évolution, quoi. Ouais, non, c'est l'évolution, mais après pour moi, le truc que les gens voient pas, c'est que ça veut pas dire que c'est la fin de trader manuellement et des opportunités, etc. Pas du tout, c'est juste les acteurs changent et pour un fund spécifiquement qui va aller chercher des performances avec des risques extrêmement réduits, ils ont tendance à beaucoup plus se pencher sur ça. Ouais, pour réduire les risques surtout. Mais après, comme je te dis, par exemple, moi, le fund où j'étais, ils étaient pas là-dedans. Oui, C'est ce que je 100% veux dire. manuel et encore aujourd'hui. C'est ça, et ils avaient différents desks, etc. Alors ça n'empêche que la plupart des mecs qui étaient au fund, c'était des mecs PhD qui sortaient de MIT, Oxford, etc. C'est des têtes des têtes. Hein. C'est sûr. Et donc c'est ça aussi, tu vois, quelqu'un qui veut trader en institution, c'est quand même très spécifique. Si le mec il était mauvais à l'école, des fois j'en ai qui me demandent, tu vois, le mec il a 28 ans, je veux trader en institution, le mec il a pas fait d'études, il était mauvais à l'école, il a pas de diplôme. C'est un peu compliqué, ouais. Trader en institution. Ouais, non. Bah non, est-ce qu'il peut devenir trader et être rentable et ci et ça? En indépendant. C'est possible. Bien sûr, c'est possible. Indépendant, quoi. Mais alors par contre, ça sera aussi du travail, ça va pas être, tu vois. Ouais. Et malheureusement, tu as des gens qui sont pas smart. C'est simple à reconnaître. Tu vois, t'as des gens, ils ont un truc, et là je parle même pas trading, juste dans la vie générale. Ouais, des gens qui sont essayer de chercher à comprendre les problèmes, tout ça. Des gens qui sont smart, et il y en a d'autres qui sont pas smart. Et
Ah, c'est triste, mais un mec qui est pas smart, qui a raté dans tout, qui est pas du tout travailleur, qui n'aime pas rechercher, qui n'aime pas tout ça et qui se dit ah je vais faire du trading, ça va pas marcher. C'est un des trucs les plus compliqués de toute façon. Franchement, c'est vraiment complexe. C'est pas pour rien que c'est les études d'élite un peu. Exactement, c'est vraiment complexe et de toutes les personnes que je connais qui ont fait de la thune dans certaines niches, faire de la thune en trading, c'est une des niches les plus complexes. C'est ça. Tu vois, et donc un gars qui a genre sa famille, qui veut faire un petit peu d'argent sur le côté, et que si et que ça, je dis vraiment pas que ça peut pas marcher. Dans lequel il faut investir vraiment beaucoup de temps quoi. Alors au début, ouais en fait. Ouais, au début. Après non, pas forcément. Mais... Après, pas forcément. Mais au début, oui, il faut avoir le processus d'apprentissage et faire tes premiers euros. Ouais, c'est ça. Ouais, tu vois, si ton but c'est juste de faire un peu 400 balles là, ça sera plus vite, moins de risques. Tu fais de l'achat-revente, de chaussures ou une connerie, tu vois. Ça sera plus rapide. Après, quand tu sais faire du trading, c'est un skill que tu as toute ta vie. Alors que faire de la vente, ça dépendra toujours, ce sera toujours différent quoi. Non, c'est ça. C'est pas parce que tu sais vendre un truc en une telle année que l'année prochaine ça va marcher. Ouais, alors que le trading, c'est un skill que tu as toute ta vie. Complètement. Et moi, c'est le truc qui m'a un peu différencié de beaucoup de, tu vois, les jeunes entrepreneurs, business en ligne, etc. que tu vois un peu partout. C'est que beaucoup ont eu un prime time. Tu vois, c'était peut-être à l'époque du drop, ils avaient un winning product, ils ont tout pété. Pendant un an, quoi, c'est tout. Exactement, ça a tout pété. Après, elle a fermé. Après, ils ont fait un autre truc, c'est flop. Un autre truc, c'est flop. Un autre truc, c'est flop. Et là, c'est compliqué. Ça fait 3 ans que le mec c'est en galère. Tu vois ce que je veux dire? Et il y en a plein, c'est comme ça. Tu vois, donc en fait, plus volatile que moi, par exemple, où j'étais ton trading, tu te dirais ah ouais, du coup, lui, c'est méga volatile. Sauf qu'en fait, non. En fait, tous mes ans. Parce que c'est un skill en fait. C'est ça. Et toutes mes années ont été une meilleure année. Et du coup, je suis une des personnes les plus stables. Ouais, c'est vrai, à chaque fois, sur toutes tes années, tu as une augmentation de capital. Bah, c'est ça, augmentation de capital. Et tu vois, tu me demandais au début sur le fait de grossir mon capital. Et ben, au début, c'était quelque chose avec lequel j'avais du mal mentalement. Parce que, exemple, on venait pour les étés à Monaco, Cannes, Saint-Tropez, etc. À l'époque, j'avais un blocage interne de spend. J'arrivais pas à spend. Parce que je savais que plus j'avais de capital, plus je gagnais. Et donc plus je spend, moins j'ai de capital, donc moins je gagne. Ouais. Donc en fait c'était un cercle vicieux où je me disais mais attends, là je suis dans une boucle où je suis baisé. Si je spend, je gagne moins. Mais si je spend pas, je vis pas. Enfin c'était vraiment bizarre. Et ça c'était l'époque où j'étais à Londres. Alors que franchement j'étais bien, tu vois, je gagnais bien, etc. Et à cette époque. Monaco, ça passe super vite. Mais mec, c'est ça, sud de la France ça coûte un bras. Et après c'est. Sud de la France ça coûte un bras. Et ouais, donc j'ai eu bien 1 an et demi, 2 ans après une petite période spend. Quand j'ai commencé à avoir de l'argent, j'ai eu ma période spend. Et après ça, quand je suis bien redescendu, j'ai commencé à avoir bien mes skills, j'ai eu ma période inverse où je paniquais de spend, je voulais jamais spend et c'était un peu bête. Ouais, donc je suis passé par les deux extrêmes et après j'ai réussi à balancer. À faire la différence entre capital trading et l'argent que tu sors comme un salaire entre guillemets. Ouais, c'est ça. Pour dépenser quoi. Mais après, outre même pas par rapport à toi, mais je pense qu'en général, de toute façon tous les jeunes qui font un peu l'entrepreneuriat ou quoi, je pense qu'ils ont pas assez de ils sont pas assez autodidactes, ils vont pas chercher à créer une nouvelle chose, mais ils vont essayer de reproduire. Donc en fait c'est après en général, même les gens qui veulent se lancer, c'est tout juste pour l'argent, et pas du tout pour créer quelque chose ou un vrai projet, ou derrière ils veulent juste devenir un peu les personnes qui voient sur les réseaux sociaux. Donc, ouais, non, bah carrément. Et ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est que la finalité, tu vois. C'est que la finalité, donc les gens ils veulent juste ça. Ça devient chaud les réseaux sociaux, et tout le monde ils veulent juste ça. Et c'est pour ça, mais mec, tu vois le nombre de personnes qui scamment, c'est de plus en plus courant parce que. Ça marche tellement bien, les gens sont tellement avides. Les gens ils se disent, bah attends, soit je me casse les couilles, je fais ci, je fais ça, ou alors là en 2-2 je fais un scam et je prends des sous et là je peux flash une voiture ou une montre. Ouais. Mais le pire, c'est que j'en connais beaucoup, mec, ils font pas d'argent. Enfin, ils font de l'argent, mais ça passe par eux, ça passe, ça sort. Parce que c'est soi-disant un investissement d'acheter une nouvelle voiture. Ouais, on en parlait tout à l'heure, en fait, ils sont obligés de financer un lifestyle qui leur coûte tout ce qu'ils gagnent. Exactement. Et du coup, Mais du coup, c'est pour ça qu'il y a une énorme différence entre d'avoir de l'argent qui passe par toi et de l'argent qui passe et qui reste. Ouais, tu vois, il y a des gens, ça passe, mais ça sort jamais. Ouais. Ça bloque, tu sais ce que je veux dire? Et eux, ils accumulent de la richesse. Ouais, et 98% des scammers, c'est ça, c'est des boucles sans fin où en fait c'est encore pire. C'est un cercle vicieux et les mecs, du moment que leur truc ça tourne, ok. Bon, alors déjà. Le jour où ils sont cramés. Ouais, c'est ça. Le truc, c'est que ça revient toujours. Et tu sais, on dit toujours oui, la justice et tout, ils ont toujours un cran de retard. C'est vrai. Mais le cran de retard, c'est genre 4 ans, 5 ans, allez, 6 ans. Mais ils viennent, hein. Ils viennent, t'inquiète, c'est pas des Mongols. C'est vraiment pas des Mongols. Et le temps passe tellement vite. Et les gens s'en rendent pas compte. Mais ouais, faire du scam un peu, c'est tellement pas la solution. Et du coup, tout à l'heure, Elliot, on a parlé de FTMO. Les prop firmes, je pense qu'en général, genre. Toutes les petites prop firmes qui sortent là avec des tests qui sont pas passables avec des bots, ça c'est pas trop fiable en vrai. Je connais pas, je t'avoue. Genre Nova Funding, des trucs comme ça. Je connais pas du tout. Ah ouais? Non. Mais en fait, ce serait quoi l'intérêt de passer ton challenge avec un bot? Pour avoir le compte?
Ouais, en gros, le challenge. Mais après, l'important, c'est d'avoir des payouts. En gros, si tu Pas veux, d'en avoir le compte. il y a des. Ouais, bah oui, c'est sûr, mais du coup, une fois que tu as le compte. Enfin, il y en a qui vendent le bot par exemple, et après, juste. Ouais. Non, tu as vraiment le bot, j'ai déjà essayé sur Nova. Et en fait, tu passes le compte Nova. Mais après, du coup, si tu veux avoir un payout, il faut que tu trades toi-même. Ouais. Mais le truc, c'est que ça sert à rien. En gros, ça te donne une chance de trader sur le compte où tu peux recevoir un payout. Et Ça ouais, donne accès à cette chance-là. mais tu vois, le problème avec ça, et moi c'est le truc qui me tue et j'essaye de dire aux gens mais ils comprennent pas, c'est le fait de la jouer comme ça gamble complètement le truc. Parce que du coup ça passe de je veux être trader, être régulier dans mes performances à j'ai un compte funded, Inch'Allah j'ai un payout et si j'en ai pas c'est pas grave, j'aurai un autre compte et voilà. Et en fait ils font n'importe quoi pour peut-être qu'il y en a un qui passe. Mais c'est pas ça du trading. Ouais, tu fais pas les bonnes choses en fait, c'est pas la bonne manière. Mais rien à voir. Et le plus compliqué en trading c'est vraiment d'être bon en trading, d'être performant et surtout d'être régulier. Tu peux être rentable pendant 4 mois, tu fais que acheter le S&P, je te donne une connerie, on est en marché bullish, tu vas être rentable pendant 4 mois. Et là, t'as un drawdown, tu vas te faire allumer et t'as perdu ton compte et voilà, tu prends que ces 4 mois, tu les montes sur les réseaux, regardez, je suis rentable. Ouais. Oui, d'accord, si tu veux. Donc il y a ça, mais la partie capitale, c'est pas la partie la plus compliquée à avoir si t'es bon. C'est ce que je veux dire. Sûr, c'était bon, on vient de voir pour. Donc vaut mieux se concentrer sur ça et les gens en fait se concentrent que sur le capital, le challenge, je vais prendre des robots, payer des trucs pour avoir le funding, mais ça sert à rien frère le funding, tu vas rien faire, tu vas même pas avoir un payout avec. De toute façon si les propres firmes autorisent les bots, c'est quelque chose. Ouais, tu les payes en plus les bots, non? Les bots ouais, sont payants et bien sûr. Mais surtout en fait à partir du moment où une propre firme elle te donne accès trop facilement à son capital, c'est qu'elle sait très bien que elle va pas te payer quoi. Ouais. C'est pour ça qu'il faudrait se méfier de ces firmes là. Donc malheureusement c'est le truc que je vois, tu vois, des mecs ça fait 1 mois qui se sont lancés dans le trading et ils me disent ouais bah alors là je vais acheter un challenge et tout. Qu'est-ce que tu vas acheter un challenge? T'es rentable depuis combien de temps? Voilà. Et c'est n'importe quoi. Mais eux c'est juste dans l'optique de voilà, Inch'Allah le challenge y passe, j'espère j'ai le funding et j'espère qu'avec le funding par un malentendu j'ai un payout. Ils sont trop habitués à voir les trucs trop rapidement sur les réseaux. Mais le pire c'est que si tu vois ça peut arriver. Oui, tu peux avoir un petit coup de chance, t'as ton payout, tu prends un K. Bon, entre tous les challenges que tu as payés avant, que tu as raté, en final, tu es à 0. Mais tu vas pas faire de l'argent à long terme. Et c'est quand même ça le but, quoi. Bah ouais. Sinon, tu vas au casino, tu mets 200 balles et Inch'Allah, tu sors avec 2000. C'est pareil. Donc, ouais, pour moi, c'est le plus gros problème que je vois avec les prop firms. Et moi, à l'époque où j'ai commencé, les prop firms en ligne, là, comme elles sont aujourd'hui, très peu régulées d'ailleurs, je pense que ça va changer. Ça n'existait pas. Et les prop firms, c'était toujours physique. Ah ouais, mais ça existait quand même le concept. Ouais, mais c'était prop firm physique. C'était pareil, c'était le même principe, un challenge où tu leur montrais un track record et tout. Non, t'étais en in-house et plus ou moins ils te formaient. Tu vois ce que je veux dire? Plus ou moins ils te formaient et quand t'étais réellement rentable, et surtout pour eux, le plus gros truc c'était la gestion de risque. Tu vois ce que je veux dire? Alors que la plupart qui passent les challenges qui veulent avoir des prop firms, la gestion de risque, c'est juste j'essaye d'avoir un payout. C'est le seul truc qu'ils essayent d'avoir. Et bref, et donc à l'époque, les prop firms c'était juste ça et c'était en physique. Et puis tu avais des prop firms spécifiques et tous les traders tradaient l'argent de ce prop firm. Et les sites, ils étaient en rotation. Si t'es nul à chier, bon bah tu sautes. Oui, d'accord. Tu sautes, il y a un autre mec qui rentre. Tu vois. Mais c'est plus intéressant, je pense, comme ça que sur internet avec les bots et tout, tes conneries. Bien sûr, mais. Ça existe encore ça Ouais, il y en a quelques-uns, notamment à Londres. En France, voilà, c'est en France, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, ça doit être plutôt à Londres. J'en connais quelques-uns à New York, à Londres. Là où il y a des grosses places boursières, quoi. Ouais. Là où le trading est une bonne place. Ouais, j'avais jamais entendu parler de ça, tu sais. J'avais même entendu dire, je sais pas si c'est vrai, mais que les prop firms prenaient tous les trades que prenaient leurs traders et qu'ils faisaient l'inverse. Genre qu'ils te mettaient dans une catégorie rentable ou catégorie pas rentable. En fait, ce que beaucoup de courtiers font, c'est A-book, B-book. Et B-book, en fait, c'est le fait de prendre l'inverse des trades que tu prends. En fait, c'est pas qu'ils prennent l'inverse, c'est juste que si toi tu veux acheter, du coup ils te vendent. Donc en fait, ouais, indirectement ils prennent l'inverse. Mais c'est parce qu'ils savent que tu as 80% de chance d'être un trader perdant. Tu viens d'arriver sur le marché, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se renseignent en 2-2, ah bah attends, je vais faire du trading, ils se lancent sur le trading. C'est que la barrière à l'entrée, elle est trop basse. Donc ça attire tous les golemons, tous les idiots. C'est super simple de prendre un trade en fait. C'est très simple. Cliquer sur acheter et vendre, c'est pas ça qui est compliqué. Sauf que les gens ils pensent que c'est ça de faire du trading. C'est pas ça faire du trading. Ouais, c'est tout ce qu'il y a, on voit pas en fait. Ouais, tu commences, tu mets 1000 balles, tu mets un lot de 10 sur le gold et c'est fini. C'est tout ce qu'on voit pas. Et du coup, beaucoup de courtiers font ce système-là, c'est-à-dire quand ils ont des nouveaux clients, ils les mettent en B-book. Donc c'est-à-dire ils vont prendre l'inverse. Donc en gros, si le client gagne, eux perdent, mais bon après c'est des petites sommes généralement. Ouais. Et si après 3 mois, après 6 mois, ils voient que le mec est rentable et plus ou moins régulier, et ils voient aussi les patterns, tu vois ce que je veux dire en termes de gestion de risque, ils voient que d'un coup il y a des lots de ouf, d'un coup pas, des trucs, ils vont dire bon le mec il a un coup de chance. Faut que ce soit consistant. Si tu vois que c'est fait professionnellement, là ils vont te switch. Ils vont t'enlever du B-book, ils vont te mettre dans le A-book pour te faire passer directement avec les LP, donc Liquidity Providers, et là transmettre tes ordres au marché. Parce que s'ils sont à l'opposé, ils vont se faire baiser, tu vois. Mais sinon, non, il y en a beaucoup qui font ça. Mais alors, j'avais entendu dire moi que les prop firms faisaient ça aussi. Ouais, non, bien sûr, ça m'étonne pas.
Et je connais des amis qui ont des prop firms, ils font tout ça, évidemment. Mais c'est logique. Et c'est là le problème, c'est là où il y a le conflit d'intérêts qui rentre en jeu. Parce que, bah voilà, imagine toi, tu prends un énorme pari là sur la chute des marchés demain, je sais pas quoi. On se dit, bon, d'accord, bizarre le Melvin, mais il passe et que là, t'as ton argent et t'attends 1,5 million et que c'est eux la contrepartie. Tu vois ce que je veux dire, ça va parler chinois là. Ouais, c'est sûr. Là, ça va parler chinois. Ouais, j'ai entendu aussi qu'il y en avait pas mal qui sur des petites sommes, sur des petits trucs, ça y a pas de problème. Mais il est là le problème, c'est qu'il y a un conflit d'intérêts en fait. Donc pour toi, pour quelqu'un qui débute au trading, prop firm, c'est pas forcément une bonne solution quand tu débutes. Quand tu as le problème de capital et que tu es très bon en trading, c'est génial comme option. Mais la plupart des gens qui se lancent dans les prop firms, leur problème, c'est pas le capital, c'est le skill. Ils n'ont pas le skill. Je me raconte. Tu vois. Et c'est les mêmes mecs qui disent l'analyse fondamentale, non, je crois qu'il n'y a que l'analyse technique. Mais c'est juste parce que c'est des flemmards, ils veulent pas apprendre. Tu vois ce que je veux dire? Ils veulent pas apprendre et c'est sûr, faire des triangles, des carrés et des ronds, c'est plus simple, c'est plus compréhensible, c'est plus facile. Ça, je peux l'enseigner à ma mère, tu vois ce que je veux dire, en 2 jours. Tout le reste, ça va prendre un peu plus de temps. Ouais. Pareil, je vois beaucoup qui mettent toujours la faute sur la psychologie, tu vois. En mode, ouais, non, mais j'arrive pas, c'est à cause de ma psychologie, tu as des conseils pour la psychologie. Alors, en vrai, si tu as un vrai système gagnant, bah oui, tu peux venir tout le fuck up avec ta psychologie si t'es vraiment un dingue. Ouais, mais pas tout le temps, quoi. Mais de manière générale, si t'as un système qui marche, ton système il marche plus ou moins. Oui, tu peux un peu l'altérer avec ta psychologie, mais la raison de toutes tes pertes, je pense pas que ça soit juste la psychologie. Ouais. C'est que t'as pas assez de connaissances, il faut dire ce qui est. Mais les gens, ils ont pas envie de le voir, ils ont pas envie de l'accepter. Le pire, c'est qu'en plus, tu es livré à toi-même. Il n'y a personne pour te dire allez, maintenant tu fais ci, allez, maintenant tu fais tes devoirs, etc. Tu es livré à toi-même. La plupart, ils sont là devant l'ordi, branlette, machin. Ils font rien. Ouais. Ils font rien. Bien sûr, ça marche pas. Les mecs qui parlent de trucs, donc forcément, ils veulent apprendre, ils vont comment apprendre le trading et tout. Après, ils pensent être rentable. Après, tu peux être rentable sur un malentendu. Tu fais un truc, tu es rentable. Après, c'est le rester, ouais, comme tu disais, c'est vraiment sur la durée. Il faut être rentable sur la durée. Et ce qui me rend fou aussi maintenant, c'est je vois plein de. Sur les réseaux des mini-mois, si tu veux, où je reconnais les façons de faire, d'essayer ça, où c'est des mecs qui ont eu un petit streak de rentabilité et tout de suite, bam, ça va sur les réseaux pour essayer de vendre un service de ci, de ça. Oh les gars, descendez, calmez-vous, genre 2 mois, 3 mois, même 4 mois, c'est pas assez pour... ça peut vraiment être un coup de chance, tu jettes une pièce, hein. Achat, vente, ça monte, ça descend, hein. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment dans la durée que tu vois si oui ou non. Moi au tout début, combien de fois j'ai eu des petits streaks où j'étais en mode mais attends, là je fais 10, sur 20 trades, j'en fais 18 gagnants. Là j'ai trouvé le Holy Grail, là j'ai trouvé une dinguerie, tu vois. Et en fait t'attends 2 semaines de plus, là, c'est la catastrophe et en fait tu fais 14 perdants sur tu vois. Mais c'est vrai que si tu prends que ce moment-là, tu vois, en fait un truc en dents de scie comme ça, même en baisse, tu prends que les montées, oui. T'as l'impression que c'est pas trop mal. C'est ce que les gens font sur les réseaux, quoi. Mais ouais. Bon, en tout cas, la journée arrive à sa fin. On a le coucher de soleil. Il y aura bientôt plus assez de lumière pour que Théo nous fasse de belles vidéos. J'espère que le concept vous a plu. L'objectif, c'était vraiment d'avoir, parce que t'es absolument pas un expert en trading, c'était pas du tout ça l'objectif, d'avoir une interview ou je sais pas trop quoi. C'était vraiment d'avoir un abonné de la chaîne, de Instagram, de peu importe, qui se pose des questions et qui peut me les poser un peu plus naturellement que sur Instagram. T'as un conseil pour devenir trader? Ça, je vous avoue, ce genre de questions, ça, j'aime pas. Je trouvais ça plus intéressant, plus direct. On a pu parler de pas mal de choses. T'avais ton pote aussi qui, encore une fois, n'a rien à voir avec le trading. Toi, pas du tout, mais c'est toujours bien d'avoir des questions qui n'ont rien à voir. Le tout, il y a la caméra. Melvin, ça m'a vraiment fait plaisir. Bah écoute, merci beaucoup pour le petit tour dans le bolide. Pour les questions. Merci. Et puis ouais, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres vidéos comme ça et donc que je rencontre d'autres personnes, un petit peu de différents niveaux, différents backgrounds, etc. Ciao.